Bonsoir à tous et bienvenue sur ce space qui va débriefer la victoire du FC Nantes face au Havre, victoire dont le match a été sifflé la fin du match a été sifflée il y a quelques minutes. Atis est avec nous. Bonsoir Atis. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très très bien. Bah oui, on sent que tu as la voix d'un supporter plutôt satisfait, effectivement. Ces 3 points, ces 2 buts, ce clean sheet, on aura l'occasion de revenir sur tout ça, mais ça fait du bien. Émeric, tu es bien là? Je suis bien là. Bonsoir Clébar, bonsoir Atis, bonsoir tout le monde. Nous sommes pour le moment 3. Comme j'avais mis dans un précédent tweet, je vais ouvrir un petit peu, donc je vais laisser quelques minutes là pour les tweetos qui nous écoutent, qui auraient envie de participer avec nous à ce space, au moins en faire monter un. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire la demande et puis je vais pouvoir vous accepter d'ici quelques secondes. Je vais laisser la main à Émeric qui animera donc le space de ce soir. Donc à toi de jouer, Émeric. Est-ce que tu m'entends? Alors, je vois déjà que j'ai une demande de notre ami Jérémy que je vais pouvoir accepter. Est-ce que Émeric est par là? Tu m'entends, toi, Atis? Ouais, moi je t'entends, je pense que c'est vraiment Emeric. Ouais, voilà, ça a dû bugger à mon avis. Ça a dû bugger. Bonsoir, Oui. Jérémy. Salut Clébar, salut Atis et salut à tous et à toutes. Bon, comment vas-tu, Jérémy? Un peu mal au crâne, mais ça va. Content de cette victoire? Oui, content, un petit peu tiré par les cheveux, mais si je devais résumer ça en un mot, je dirais enfin. Ouais, c'est vrai. Émeric, est-ce que tu es de retour parmi nous? Ouais, est-ce que tu m'entends Clébar? Très bien, très bien. Donc, je sais pas si tu as entendu ce que je disais. J'étais en train d'expliquer que j'allais proposer à quelqu'un de monter. Donc, Jérémy a sauté sur l'occasion. Et je disais que j'allais te laisser la main pour animer ce space d'aujourd'hui. Donc, je te passe le micro. Eh bien écoute, ouais, on va, voilà, comme vous l'avez dit, on va débriefer cette victoire. Bon, petit rappel, hein, parce qu'on l'a peut-être oublié depuis quelques temps, mais une victoire, du coup, ça rapporte 3 points. On l'avait peut-être oublié, hein, voilà, donc je me permets de le rappeler. Et 3 points, ben, ça va nous permettre quand même de respirer un bon coup avant la série de matchs qu'il va y avoir aussi qui nous attend. Enfin, série, ou en tout cas quelques matchs là, qui vont être plus compliqués aussi à aborder. Il y aura une dernière trêve internationale et puis après, voilà, on déroulera le championnat jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à l'issue, pour savoir un petit peu où on en est. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Déjà, on va rappeler un petit peu le contexte. Un match gagné avec un penalty et un but contre son camp du Havre. Bon, Clébar, on va pas bouder notre plaisir. On va dire qu'aujourd'hui, on prend 3 points et peu importe la manière, à la limite, on respire. Ouais, effectivement, depuis quelques temps, on attend désespérément que les planètes s'alignent et puis que l'effectif de Cantari, suite à la trêve, suite au départ et aux arrivées, qu'il y ait quelque chose de positif pour pouvoir commencer à lancer quelque chose. Là, on a la victoire, donc on a le droit d'espérer que ça vient amorcer quelque chose. Mais je te rejoins quand tu sous-entends que c'était pas non plus grandiose. C'est juste le résultat qui est bon et puis qui nous fait espérer que ça vienne créer un déclic. Est-ce que le déclic a été créé durant le match? Non. Mais est-ce que le résultat du match peut permettre d'espérer un déclic? On espère. Ouais, effectivement, voilà, c'est vrai que de toute façon, hein, les victoires peuvent amener justement cette confiance et créer, comme tu le dis, ce déclic alors on va en reparler, mais dans l'engagement et dans la solidarité entre tout le monde. J'ai malgré tout trouvé quand même du mieux cet après-midi. Après, effectivement, dans le jeu, bon, voilà, on va en reparler aussi. C'est très très loin d'être parfait, mais bon, on va pas faire les fines bouches, on va se contenter de ces 3 points. Je sais que tu as l'habitude des fois de commencer un petit peu par débriefer un petit peu la compo et les attentes qu'on peut avoir avec cette compo.
Si tu m'autorises, Alors, on va y continue. venir. On va y venir. Je veux d'abord juste un petit peu. Voilà, je veux d'abord juste un petit peu qu'on puisse savourer la victoire et faire un petit tour de table avant d'attaquer effectivement le vif du sujet. Atis, même chose. Bon, il n'y a pas la manière peut-être, mais 3 points, ça fait quand même plaisir et on a l'impression, mine de rien, que bon, ben, ça tourne un petit peu en notre faveur sur ce match quand même. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, la pièce tombe de notre côté. Bon, c'est pas ouf, entre guillemets, un but contre son camp et un penalty, mais bon, le penalty, il faut le provoquer. Et l'Arabie, il a super bien joué dessus. Le centre contré, faut amener le centre, faut amener tout ça, justement, faut provoquer de la chance. Et ce soir, le FC Nantes l'a enfin fait. Et puis même défensivement, enfin un clean sheet. Et dès les premières minutes, ils étaient sérieux. Même en menant au score, ils allaient quand même attaquer. Et c'est un visage que j'ai pratiquement pas vu depuis le début de l'année. Et franchement, ouais, que ce soit défensivement ou offensivement, offensivement c'est un peu plus compliqué entre guillemets, mais bon, ça c'est normal, on n'a pas de véritable attaquant. Mais défensivement, on a été sérieux et surtout concentré dans le match. Et après, forcément, quand tu gagnes, il y a la confiance qui vient. Et quand tu as la confiance, tu vas plus sereinement dans les duels et ça s'est vu directement. Donc voilà. Ouais, donc plutôt satisfait effectivement aussi. Mm. Jérémy, même chose. Bon voilà, comme on dit, hein, il n'y a pas forcément la manière, mais bon, si on doit se maintenir sans la manière, on prend peut-être, non? Ces 3 points, je pense que on le saura bien assez tôt avec la réaction des joueurs, mais je pense que ça va nous faire tellement du bien à nous aussi. Ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas gagné à domicile, mais même si le contenu est tellement moche, on recolle à Auxerre. On est légèrement derrière avec la différence de but, mais on a vu ce que j'avais dit il y a 2-3 semaines et ce que je voulais voir ça tout le temps. Des Canaries impliqués du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de grosses erreurs individuelles comme la semaine dernière. Et puis ça en confirmation comme d'habitude. Ouais, voilà, au moins on bâtit quelques bases avec une victoire et puis petit à petit, voilà, on espère que cette victoire va en appeler d'autres d'ici la fin de la saison. Clébar, tu voulais justement, je vais te donner la parole d'entrée puisque tu voulais, t'étais sur les starting blocks comme les Canaries du coup cet après-midi. Tu voulais parler de la compo, alors juste en préambule, cette compo, beaucoup l'ont critiqué. Il y a très peu de matchs où on a démarré sans ailier. Ça a été le cas cet après-midi. Bon, voilà, moi je fais partie depuis maintenant de nombreuses semaines dans les Spaces des défenseurs un petit peu d'une composition sans ailier, puisque l'effectif n'est pas forcément très fourni, ça on en avait parlé. En tout cas, en profondeur de banc, c'est un petit peu léger sur les ailes. Quand tu découvres la compo mise en place par Ahmed Kantari et cet après-midi, toi, ton sentiment, Clébar? J'étais plutôt satisfait de voir enfin 2 attaquants parce que comme je disais, je crois que c'était pas la semaine dernière, mais c'était le space d'avant. On a des avant-centres qui sont vraiment des joueurs axiaux. On n'a pas d'ailier. On a joué avec des Tabibou et puis des Ablin alliés, mais c'est pas forcément leur poste de prédilection. Donc je trouvais qu'on avait une composition cet après-midi, enfin au coup d'envoi, qui était cohérente par rapport au poste des joueurs de l'effectif. Le petit truc qui m'a un petit peu dérangé, c'était au milieu de terrain. J'attendais deux défensifs et puis un meneur de jeu, et on a eu plutôt 3 relayeurs. Voilà. Donc c'était ça un petit peu qui m'a chagriné, mais dans le contexte actuel, j'ai compris qu'il avait voulu peut-être rester prudent, et puis que ce soit Leroux, que ce soit Le Penant, que ce soit Kaba, ça reste des relayeurs avec un profil assez offensif. C'est ces 3 joueurs qui peuvent aller marquer. Je rappelle ici quand même que Kaba à Lecce pouvait avoir évolué dans un poste de 10, voire même presque de deuxième attaquant. Donc, et que lui préfère ça d'ailleurs. Et que lui, il l'a dit, hein, il préfère aussi amener je crois, oui. Non, c'est possible, oui, effectivement. J'avais même plus ça en tête, mais donc c'était pas forcément des milieux relayeurs, contrairement à ce que certains pouvaient
penser. Je n'ai pas trouvé que c'était une composition d'équipe défensive. Vu les joueurs qu'on a, de toute façon, maintenant, c'est acté qu'il faut jouer avec des pistons. Et comme, en tout cas, moi, je le pense, jouer avec des pistons, ou même jouer à 5 derrière, c'est pas forcément être défensif. C'est l'animation et la manière de se projeter qui rendra ou non le jeu défensif, mais on peut être offensif. Et il y a plein de joueurs dans l'histoire du football qui nous ont montré que jouer avec des pistons, c'est pas forcément jouer défensivement. Oui, et puis il y a tout un tas d'équipes européennes qui ont joué avec 5 défenseurs et avec donc 2 pistons et qui étaient très offensives. On en revient encore une fois sur l'animation, mais l'animation est très importante. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose quand on voit une composition de départ. Ça donne des indications, mais voilà, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Pour parler vite fait de la défense, quand même, j'étais content que Sylla ne soit pas titularisé parce qu'il avait clairement montré qu'il n'était absolument pas prêt la semaine dernière, selon moi. Alors moi je voulais t'entendre justement, je vais prendre le contre-pied, je voulais moins t'entendre sur la défense que sur l'attaque. L'attaque, je voulais avoir ton avis, je voulais avoir aussi l'avis d'Atis et de Jérémy. L'association El Arabi Ganago, alors il n'y a pas énormément de choix non plus, mais plutôt bonne idée toi en début de match. J'avoue que je m'attendais plus à Mohamed, mais effectivement Mohamed El Arabi, ça peut un petit peu se ressembler dans le style, et puis les dernières prestations de Mohamed, elles sont quand même mi-figue mi-raisin. Il peut y avoir une belle action, voire un but, voire une belle passe, et puis pas grand chose de la fin du match. J'avoue que je suis un petit peu descendu du train de Mohamed, donc quand il est sur le terrain, pourquoi pas, et puis quand il est pas, écoute, c'est pas très grave, quoi. Donc non, Ganago, je trouvais que c'était aussi pertinent en termes de par rapport à son style de jeu. Là où j'étais un petit peu plus surpris, c'était par rapport au fait que, alors je connais pas précisément, peut-être que certains d'entre nous auront plus de connaissances que moi. Je sais pas précisément quand est-ce que se termine la MLS, quand est-ce qu'il a fait son dernier match, mais je sais que par rapport à son retour au mois de janvier, il n'est pas complètement prêt, ce homme-là. Ouais, et puis on voit encore une fois la fin de la MLS, je crois que ça se termine vers c'est fin d'année, non? Ou quelque chose comme ça. Je crois que eux, leur année football, c'est de janvier à décembre, grosso modo. Alors, c'est à quelle partie de décembre, mais grosso modo, nous, c'est sur les années scolaires, et eux, c'est sur les années civiles. Calendrier, quoi. Ils viennent de reprendre hier le championnat américain. Ouais, la fin, c'est quoi? Il me semble que c'est octobre-novembre, non? Ouais, c'est ça, oui. La fin de son prêt, il est arrivé après tout de suite, le temps de se remettre à bloc. Ça m'étonne pas qu'on le retrouve maintenant. Parce qu'il a commencé à faire quelques petites entrées. Et je sais pas si c'est à mon tour de parler, mais... Vas-y. Le fait de le voir aligné, ça m'a pas surpris. Parce que c'est surtout lui qu'on voyait rentrer. Et pour répondre à Clébar, l'association El Arabi Ganago, Ganago, il va prendre la profondeur. Et l'Arabi, ça sera plus pivot, genre de pivot, 9,5. Pour moi, complémentaire, et j'aimerais bien revoir ça. Ouais, après, Guirassy aussi, on aurait pu prendre la profondeur. Ganago, en fait, moi, la seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que toute sa carrière est rythmée est rythmée au fil de ses blessures. Là, encore une fois, il sort sur blessure aussi. Bon, est-ce que Ignatius Ganago titulaire, c'est pas se mettre un petit peu une épine dans le pied, parce qu'on sait très bien qu'il fera pas 90 minutes, même s'il sort pas sur blessure. Donc, est-ce que Guirassy aurait pas été aussi une option? Jérémy, ouais, si tu veux, vas-y, continue. On a vu la rentrée qu'il fait, catastrophique. Je parle vraiment avant le match. Là, on peut pas savoir avant le match. Ouais. Si tu le mets dans les deux, je serais agréablement surpris. Non, je serais surpris de le voir dans les deux devant parce que c'est pas son poste. Alors, Guirassy, il a joué énormément de fois en neuf. D'ailleurs, Pierre Aristo, il le disait, il le faisait jouer régulièrement, lui, en neuf dans les équipes jeunes. Donc, c'est un poste qu'il connaît très bien.
seul d'ailleurs aussi. Hein. Oui, je suis d'accord, mais quand je te dis que c'est pas son poste, la plupart du temps, on le voyait en haut à gauche. En équipe 1, oui, mais initialement, il est quand même plus neuf que ailier. Oui, après, oui, j'ai plus ou moins tout écouté l'entretien que vous avez eu avec Pierre. Après, oui, ce qui s'est passé avant, ok, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe 1. Il aura beau être neuf et tout avant. Le coach, il le met à gauche. Après, à lui d'être bon. Et là, si tu me dis qu'il a été neuf avant, bah, là, c'est Mathis qui est devant lui. Donc tu es plutôt partisan effectivement de faire confiance au coach de l'équipe 1. Donc Louis Leroux par exemple, latéral gauche plutôt que milieu central, s'il joue plus souvent latéral gauche. Bah moi je le préfère au milieu de terrain. Ok. Bon, c'est un petit peu un dialogue de sourds. Je vous propose d'enchaîner. Non, mais c'est pour ça j'essaye de bien comprendre parce que. Parce qu'effectivement, voilà, Guirassy, je pense que c'est plus un joueur de profondeur qu'un joueur de pivot. Donc, sur le principe de se dire, on va mettre un attaquant en pivot et un attaquant de profondeur, Guirassy aurait pu être une option. Et c'était ma question initiale. Atis, toi, est-ce que tu aurais été surpris de voir aussi Guirassy titulaire, sachant que il a démarré la saison quand même plutôt régulièrement aligné, Herba Guirassy? Ouais, moi personnellement, ça m'aurait un peu étonné parce que Ganago, c'est un joueur que j'apprécie bien. Et franchement, je voulais le voir justement côté d'El Arabi parce que c'est deux profils complémentaires. Parce que El Arabi joue dos au jeu alors que Ganago prend plus la profondeur et ça, c'est encore vu aujourd'hui. Et pour moi, Guirassy, il n'a pas encore assez d'expérience et pas encore de maturité pour débuter un match. Pour moi, c'est vraiment un joueur, un super sub. Et malheureusement, aujourd'hui, ça s'est pas très bien passé. Mais en même temps, quand tu gagnes 2-0 et que déjà ton coach, c'est Ahmed Kantari qui est à l'aise avec la défense, forcément, tu vas pas beaucoup attaquer. Il avait des situations. Je repense aux 2 contre 2 avec Louis Leroux qui lui met pas forcément un très bon ballon. Mais après, là, il peut rien y faire. Mais ça m'aurait vraiment étonné de le voir ouais, titulaire. Et franchement, j'ai envie de dire, je veux continuer de voir Ganago et l'Arabie titulaire. Mais on sait très bien que le prochain match, dans tous les cas, Mathis Sablin va être de retour et Ganago va très vite sauter, à mon avis. Mais... Ou pourquoi pas voir un Ganago Ablin devant, pourquoi pas. Mais Guirassy, ouais, ça m'aurait vraiment étonné de le voir dès le début du match quand même. Donc, quand vous voyez Ganago titulaire, aucune inquiétude. Je rappelle juste pour le contexte, hein, c'est pour un petit peu poser un petit peu le cadre et après vous entendre là-dessus. Je vais venir appuyer un petit peu. Ganago, Ganago, historiquement parlant, depuis qu'il est professionnel, depuis qu'il joue en équipe 1, c'est 18 blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant 30 jours ou plus. C'est-à-dire qu'il y a 18 fois où il a été au moins blessé un mois. Ça montre quand même une énorme fragilité de ce joueur. Est-ce que pour vous, c'est pas finalement plus un super sub qu'un titulaire indiscutable, Ignatius Ganago? Ouais, Atis, vas-y, si tu l'avais, vas-y. En fait, j'ai envie de dire, les blessures, malheureusement, ça fait partie du sport et tout. Et j'ai envie de faire une comparaison qui est assez audacieuse. Mais Neymar, c'est pratiquement pareil. Il était très souvent blessé et pour autant, il était titulaire. Bon, je compare quand même Ganago à Neymar. Ouais, mais Neymar, ce que je veux dire, c'est que Neymar, ses blessures, à part au mois de février où on sait très bien qu'il y a l'anniversaire de sa sœur et le carnaval de Rio et compagnie, donc ça, on va pas les compter. Mais des blessures musculaires, ça s'est éloigné des terrains pendant quelques temps. Ganago, quand on regarde l'historique de ses blessures, c'est 48 jours, c'est 217 jours quand il a eu malheureusement la rupture des ligaments qui l'ont vraiment handicapé aussi. 52 jours, 54 jours, c'est quand même presque 2 mois de blessure, d'absence à chaque blessure. Ouais, mais... c'est quand même pas anodin aussi. Sauf que c'est un bon joueur, donc autant le mettre titulaire directement parce qu'il peut très bien se blesser justement en entrant au Super Sub parce que du coup les adversaires sont beaucoup plus fatigués et donc ont moins la fraîcheur de retenir les coups ou des choses comme ça. Donc là les blessures peuvent arriver encore plus vite. Et là dans la situation actuelle du FC Nantes où tu es relégable, où tu es vraiment mal en point, je
t'es pas à même de se poser ces questions entre guillemets parce qu'en plus derrière il y a pratiquement personne à part Guirassy ou Mohamed, mais Mohamed actuellement pour moi c'est plus possible. Donc autant le faire rentrer directement, le faire jouer directement et ça a payé aujourd'hui parce que bon c'est un penalty mais son penalty il l'a quand même transformé. Malheureusement il sort sur blessure et encore c'est une petite blessure parce que c'est un coup à la côte donc il peut très vite revenir et je pense que le week-end prochain face à Lille il sera là à mon avis. Ok, Moi, justement, ouais, je vais me c'est à permettre de, suivre. je vais me permettre de rebondir sur les questions que tu poses, que je trouve plutôt intéressantes. Moi, je crois que je vois où tu veux en venir, Émeric. Et de mon côté, Guirassy, il n'a pas suffisamment montré pour pouvoir être titulaire. Et je trouvais intéressant là, dans cette course, dans cette opération Komodo, comme on entend partout. De pouvoir essayer en tout cas de relancer et de lancer Ganago dans l'opération parce qu'on peut avoir besoin de lui. On évoquait que certains attaquants, notamment Mohamed, n'étaient pas forcément au meilleur de sa forme depuis quelques temps. Donc moi, lancer Ganago et puis Guirassy, je reste sur mon discours. C'est un jeune joueur que je suis content de voir sur le terrain. De là, le voir titulaire, j'en suis pas encore là. Oui, oui, non. Après, voilà, hein, je suis pas en train de parler forcément de le mettre titulaire. C'est juste par rapport à, comment dire, enfin, si, le mettre titulaire, oui, mais je veux dire plus par défaut. Là où je voulais vraiment en venir, c'est que dans une situation comme est la nôtre actuellement, où on doit mettre de l'impact, on doit mettre de l'intensité, on doit mettre de l'agressivité dans les duels, est-ce qu'un joueur qui est un des plus fragiles qu'on ait eu dans l'effectif, historiquement parlant, depuis peut-être 10-15 ans. Hein. Je pense qu'on n'a pas eu de joueur aussi fragile. Tu comptes pas Coquelin, là? Comment? T'as oublié Coquelin, là? Non, parmi les plus joueurs, parmi les plus fragiles, ouais, parmi les plus fragiles. C'est vrai. On peut compter Coquelin, on peut compter aussi Sigthorsson à une époque. Bon, voilà, on peut en compter certains, mais il fait partie des plus fragiles. Je me demande si, et tu vois d'ailleurs, tu me fais une belle passe décisive puisque ça va dans mon sens, mais Coquelin n'est pas titulaire ce soir. Donc, est-ce que au niveau de la fragilité, Frédéric Guilbert, pareil, il n'est pas encore au top physiquement, c'est ce que le staff dit. Il n'est pas titulaire et il n'a pas joué encore une seule minute avec le maillot nantais. Voilà, dans une situation où il faut mettre beaucoup d'agressivité, je me pose la question, moi, sur un joueur qui fait partie, donc encore une fois, des plus fragiles qu'on ait pu avoir dans l'effectif quand même. Ta question est totalement légitime. Là, moi, la réponse que j'ai envie d'apporter, c'était que si c'est pas lui, c'est probablement Guirassy, et que Guirassy, pour moi, c'est pas encore forcément prêt à être titulaire. Ouais. Ok. On va enchaîner après. Alors Jérémy, je te laisse conclure sur le cas Ganago et puis après on va enchaîner sur d'autres points. Vas-y. Par rapport à Ganago, moi je me pose une question. Est-ce que c'était le super sub de Mathis qui était suspendu ou est-ce qu'il va aligner les deux sur les matchs à suivre? Mais pour moi, là, en l'état, je ne serais pas étonné de le revoir sur le banc, Ganago, même si j'aimerais l'avoir titulaire, pourquoi pas avec Mathis aussi. Et puis, pour finir sur Guirassy, c'était ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, Guirassy devant, entrée catastrophique tout à l'heure. Bon, après, Ganago, est-ce que... Enfin, je sais pas, je pose la question par rapport à El Arabi, le match de Ganago, Ganago, c'est un tir. Bon, il y a un but avec le penalty. Bon, on verra s'il est dans les tops, mais je serais quand même très surpris de voir Ganago dans les tops ce soir, quoi. Non? Si, je suis d'accord. J'ai pas trouvé que c'était... Voilà, je suis content qu'il ait marqué, mais ça va pas plus loin. Oui. Je fais une petite parenthèse, Émeric. J'ai une demande de Lecoun qui souhaite intervenir. On est déjà 4, donc après une petite demi-heure, 3 quarts d'heure de space, je te donnerai la parole, Lecoun. Je te demande d'être patient un petit peu. On va lancer, on va poursuivre un petit peu. Et puis tout à l'heure, on fera monter. On fera monter du monde vers la fin du space. On va enchaîner du coup avec des choix que je qualifierais quand même de choix assez forts de la part ou en tout cas des prises de position de la part d'Ahmed Kantari. Il faut aussi savoir le souligner. La non-titularisation notamment de Rémi Cabella.
Est-ce que de ne pas le voir titulaire, vous étiez finalement, vu ses dernières prestations, plutôt OK avec ça, ou Rémi Cabella peut amener, selon vous, sur cette fin de saison, Clébar? Tu m'entends là? Ouais, j'entends. Ouais, parce que j'ai le micro qui est marqué comme étant verrouillé, bizarre. Oui, comme je te disais tout à l'heure, moi j'aurais plus imaginé 2 défensifs et un 10. Ça laissait supposer la place de Cabella. Mais Cabella, depuis le début, depuis son arrivée à Nantes, il n'est pas forcément décisif. On sent que c'est un joueur qui a du ballon, on sent que c'est un joueur qui a la niaque. Mais pour l'instant, est-ce qu'il a vraiment apporté? Je ne trouve pas. Donc, dans l'état d'esprit, j'ai tendance à toujours compter sur lui. Et je pense que participer à cette victoire lui aurait fait beaucoup de bien. Mais au vu de ses prestations et au niveau de ses prestations, est-ce que c'est vraiment immérité pour lui de ne pas être sur le terrain? Je trouve pas. Voilà, je trouve pas. Sans dire que les trois milieux défensifs, là, comme ça a été, ont vraiment et totalement donné satisfaction parce que malgré les 3 points, malgré les 2 buts, malgré le clean sheet, il y a toujours un petit peu ce qu'on avait évoqué le week-end dernier, un petit peu cette capacité à récupérer le ballon au milieu de terrain et à faire jouer nos attaquants qu'on n'a pas vu non plus ce soir. Donc ça a peut-être manqué. Clairement, ça a peut-être manqué. J'étais pas surpris de ne pas voir sur le terrain, mais je termine la rencontre en me disant peut-être que c'est aussi ce profil-là qui a manqué sur le match d'aujourd'hui pour avoir une victoire un petit peu plus affirmée. Atis, dans la même lignée que Clébar sur l'absence de Rémi Cabella? Ouais, ça m'a fait peur, clairement. Parce que je trouvais que même si sur les derniers matchs il était un peu en dents de scie, il était un peu en dessous de son niveau habituel, ça m'a vraiment fait peur parce que de base il était là pour justement être titulaire, amener son expérience surtout. Et finalement j'ai aimé. J'ai aimé la prise de risque de Cantari parce que on sait comment dire un peu cracher notre venin sur lui, mais au bout d'un moment il faut dire aussi quand c'est bien joué. Là il a su prendre un risque et il l'a très bien pris. Et puis, en fait, finalement, ça fait du bien parce que Cabella, qui devait être un cadre sur le terrain et hors du terrain, il n'a pas été titularisé. Et Ablin, qu'on parlait comme le meilleur joueur du FC Nantes, sans lui, le FC Nantes n'est rien, patati patata. Bizarrement, c'est le seul match où il n'est pas là. Et c'est là où il y a une victoire derrière. Donc, je ne veux pas tirer trop de conclusions trop hâtives. Ouais, un peu Mais dur, si, non, là, quand même, avec Marseille, il est là? oui, non, mais totalement. Après, avec le Paris FC, il est là aussi. Face à Auxerre, la première victoire, il est là aussi. Mais non, au bout d'un moment, justement, faut faire tourner. C'est pas parce que tu as un cadre du vestiaire, que tu es là, que on te met sur un piédestal, que tu dois jouer tous les matchs. Moi, j'ai aimé la prise de risque finalement d'Ahmed Kantari. Elle m'a fait peur au début, clairement, elle m'a fait très peur. Mais pour ça, bravo. Et ça prouve que c'est les meilleurs à l'entraînement qui vont jouer. Et puis voilà. Et puis en tout cas, Alors, je vais pousser un petit peu plus loin ce que tu es en train de dire. Donc, Mathis Ablin, actuellement, c'est le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur dribbleur aussi du FC Nantes. Est-ce que avec cette victoire ce soir, la semaine prochaine, Ahmed Kantari devrait au moins songer à le mettre remplaçant à Mathis Ablin? non, non, quand même pas. Quand même pas. C'est quand même, ça reste quand même la meilleure arme offensive de l'équipe. Mais en tout cas, ça a prouvé que Kantari peut compter sur d'autres personnes en attaque que Mathis Sablin. Parce que El Arabi, ça fait un gros match devant. Même si les premières minutes c'était un peu plus compliqué, ça fait un gros match devant. Ganago, il a su répondre présent. Guirassy, c'était beaucoup plus compliqué son entrée en jeu, mais bon, tu es en train de gagner, tu dois défendre. Donc c'est un peu plus compliqué de s'exprimer. Mais ça prouve qu'il n'y a pas que Mathis Sabine en attaque. Et je trouve ça assez un peu rassurant quand même. Ok. Je te trouve très optimiste, mais c'est tant mieux, hein. Tant mieux, il faut être optimiste pour cette fin de Toujours, saison. toujours, il Euh, faut, toujours. dans le sens où, bon, là, on ne marque pas sur une action, donc offensivement, il n'y a pas beaucoup plus que sur les matchs précédents. En tout cas, je veux dire, Youssef El Arabi
Rabi a montré que ce soir, effectivement, il avait fait un gros match. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Maintenant, c'est ce que disait Clébar un petit peu tout à l'heure aussi, c'est qu'offensivement, bon, on n'a pas vu non plus des joueurs hyper emballés, hyper inspirés ce soir, encore une fois. En fait, c'est surtout que je veux revenir sur une chose que j'ai vue 2 fois et c'est par rapport à Ganago. Ganago, ça a été le seul entre guillemets, celui avant le match, juste avant le coup de sifflet où tous les joueurs sont en rond à prendre la parole. Je pense, j'ai jamais vu Mathis Sabine le faire. Et en sortant du terrain avec Louis Leroux, il parlait encore de football et ça, j'ai pas vu Mathis Sabine le faire une fois, etc. Parce que la chose qui me crispe un peu avec Mathis Sabine, c'est que c'est le meilleur. Il n'y a rien à dire niveau attaque, c'est le meilleur. Mais il baisse tellement vite les bras, il baisse tellement vite la tête, que en fait j'ai l'impression que ça joue sur tout le monde. Et là, sur les deux de devant, El Arabi et Ganago, j'en ai pas vu un seul baisser les bras ou baisser la tête, ou alors juste sur une action parce qu'il s'était loupé, mais il s'y remettait directement. Et ça, je pense que mentalement, ça joue sur tout le monde. Et surtout, bah, moi, il y a une image que j'ai adorée, c'est Anthony Lopez qui saute sur Awaziem pour le prendre dans ses bras quand il est à terre, quand il l'a Ouais. dévié en corner. Ça, c'est un état d'esprit que tout le monde doit avoir. Et je pense que ça s'est ressenti sur tout le monde. Et c'est un visage que je veux voir maintenant jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Jérémy, sur l'absence de Rémi Cabella en début de match et surtout le choix d'Ahmed Kantari de ne pas le titulariser. Je rejoins Clébar sur tout ce qu'il a dit au vu de ses performances. Pas surpris de le voir sur le banc. Après, vu la physionomie du match, ça m'a même pas surpris qu'il soit pas rentré du tout. Après, je pense que vu la scénario de certains matchs qui pourraient peut-être nous arriver, quand tu as besoin d'un mec au milieu qui peut te garder la balle, qui peut te distribuer, qui peut envoyer devant, faut pas qu'Ahmed oublie ce joueur-là. Et puis après, sur Matisse, je suis surpris de ce que vient de dire Atis. Si je prends en exemple le match de Monaco, le match il tourne sur les erreurs de Silla. Hein. Et même si on était mené 2-0, 3-0, 3-1, Mathis Sabine, il lâchait pas derrière. Hein. Ouais. Quoi qu'il arrive, après, oui, je te rejoins, Emeric, meilleur joueur et tout, mais les matchs à la bougeoire, je suis là, je regarde, je fais pas un focus sur lui, et puis quand c'est des matchs à l'extérieur, on regarde tous à la télé, mais Mathis, c'est l'un des moteurs de l'équipe, l'un des leaders, mais peu importe la situation, c'est un chien de la casse qui va rien lâcher en fait. Ah non, mais totalement, Oui, bah, je contredis pas ça, mais juste sur toutes les actions ou les pertes de balles ou des choses comme ça et tout, je veux bien qu'il s'arrache, etc. Mais c'est toujours le premier à soit baisser la tête, soit râler, soit baisser les bras. Mais après, j'ai envie de dire, heureusement qu'il va pas lâcher le match. C'est juste ça que je dis. Et après, oui, après, forcément, sur Monaco, les fautes de Silla, c'est impardonnable. Mais voilà, en tout cas, moi, ouais. c'est mon point de vue, c'est ce que je ressens. Oui. Je rejoins un petit peu Alors, Atis. juste Clébar, je vais juste te donner. Alors, les plus anciens vont voir comment dire le parallèle, mais tu sais, après Mathis Sabine, il y a une chose, c'est que alors, après, je vais poser le contexte aussi. Pour moi, Anthony Lopez et Mathis Sabine, c'est deux joueurs, à mon sens, indéboulonnables dans le sens où alors oui, ils ont des moments où ils sont un peu en méforme. On en a parlé avec Anthony Lopez là récemment, où il n'est pas dans sa plus grande période. Oui, Mathis Sabine, pareil, il n'est pas dans sa plus grande période. Maintenant, c'est des joueurs qui peuvent tellement faire la différence que de les mettre sur le côté, moi j'ai un peu de mal avec cette idée-là. Sur le caractère, et là je te rejoins, Mathis, hein, c'est vrai que Mathis Sabine, des fois ça peut agacer parce qu'il va balancer ses bras, il va râler, il va râler sur une passe qui n'y est pas arrivée, il va râler sur une frappe d'un copain qui est passé au-dessus du but, etc. Donc ça, oui, je te rejoins. Maintenant, à l'époque de la JOCR avec Djibril Cissé, par exemple, Djibril Cissé était dans le même style de tempérament. C'est-à-dire que si tu ne lui faisais pas la passe et que tu marquais, il allait t'engueuler parce que tu n'avais pas fait la passe. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des mecs qui sont attirés par le but, qui sont attirés par la performance, par la stat. Et du coup, effectivement, ça peut les frustrer. Mais
je te rejoins, c'est pas forcément ce dont on a besoin dans ce genre de tempérament tout au long de la saison, notamment dans la situation du FC Nantes. Ça je te rejoins. Clébar, ouais, tu voulais réagir, je te laisse. Non, c'était ça, parce que je trouve qu'il y avait une forme de contradiction, alors que finalement vous étiez pas complètement en désaccord. C'était qu'on peut être considéré que Mathis Sabine est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, l'un des meilleurs attaquants, et puis trouver que par moment sa mentalité nous fait défaut. Voilà, et du coup c'était un petit peu une petite phrase pour essayer de trouver un point entre vos deux avis. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Non, bien sûr. Mais après, effectivement, il est loin d'être parfait, Mathis Sabine. Sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il était vraiment à son top niveau tous les week-ends, on ne serait pas dans cette situation-là non plus. Ça, c'est clair. C'est ça. Mais après, bon, voilà, est-ce que ça vaut le coup pour autant de le mettre sur le côté? Et en plus, Atis n'a pas été dans ce sens-là. Donc, effectivement, on peut enchaîner avec le reste. Bon. J'aimerais quand même vous entendre sur le jeu. On va se faire une petite parenthèse jeu d'ici la fin de la saison. On l'a rapidement évoqué. Est-ce que vous signez pour avoir des prestations pas terribles, voire même catastrophiques à partir du moment où il y a des points qui sont ramenés, ou vous êtes plutôt partisan de se dire non, il faut qu'on s'en sorte quand même plutôt par le jeu? Clébar, comment tu te situes par rapport à ça? Là, dans l'état dans lequel on est au classement et à la saison, je crois que peu importe, on n'est pas en train de construire la saison prochaine, on est juste en train de chercher à se sauver. Donc peu importe le résultat. D'ailleurs, je pense que le choix des 3 milieux relayeurs plutôt que de défensifs et d'indices va dans ce sens-là. Le but, c'est et puis le choix des 2 pointes pour essayer de prendre la profondeur. Le but, c'est vraiment de marquer. Et puis, peu importe la manière, je crois que ça a été quand même dit comme ça par El Arabi et puis Cantari en conférence de presse. On est encore moins que précédemment dans la construction, là, sur les derniers matchs qu'on a vus et les matchs qu'on a vus ce soir. Donc, oui, moi, je signe pour ça. De toute façon, là, c'est l'intérêt, l'objectif, c'est de se maintenir. Les supporters qui pensent que pour faire fuir la famille Kita, ce serait bien de descendre et puis repartir à zéro. Je veux bien éventuellement signer pour ce scénario-là, à condition d'être sûr que le départ des Kita nous permette d'avoir mieux après. Ça, je ne suis pas sûr. Et d'être sûr que le fait d'aller en Ligue 2 permette de reconstruire le club. Ça non plus, j'en suis pas sûr. Donc ça plus ça, j'ai tendance à vouloir espérer le maintien coûte que coûte. Et pour ça, il faut prendre des points. Alors là où en plus je te rejoins à 100%, c'est sur déjà la vente du club si potentiellement on descend. Il faut se dire une chose, Valdemar Kita, il ne vendra jamais si financièrement il ne retombe pas sur ses pattes, loin de là. Enfin, je veux dire, si au niveau de ce qu'il a investi, il n'arrive pas à faire une plus-value qui lui semble correcte. S'il a valorisé le club à 80 millions d'euros, il ne va pas le lâcher pour 10. Donc si on tombe en Ligue 2, on ne le vendra pas 80, ça c'est sûr. Donc, et puis après, voilà, il faut voir ce qu'on veut aussi derrière. Moi, si c'est pour avoir Gérard Lopez derrière, je préfère garder Kita à la limite. Voilà, si tu veux, moi, comme je me suis souvent dit sur le Space, je ne suis pas du tout un pro-Kita, loin de là, mais je ne suis pas non plus un anti-Kita. Je suis complètement favorable à un projet vertueux pour le FC Nantes. Mais tu vois, je prends l'exemple de cet été. Cet été, on a le football français qui était quand même dans une situation difficile. On a un président qui a mis des sous et puis qui a fait. Alors, on aurait aimé qu'il mette plus, parce que les 40 millions qu'il a mis, il a voulu absolument les récupérer en transfert. Et il n'a pas souhaité plus investir. Et du coup, finalement, on se retrouve à être. Donc, oui, il a commis des erreurs. Mais moi, j'ai connu le football, le FC Nantes à des périodes. Alors, j'ai connu la Soc Presse. On vendait un joueur 3 millions et on réinvestissait 1 million, quoi. C'était le mercato qu'on a vécu cet hiver pour essayer de se sauver. C'était même pas la peine d'y penser sur la direction précédente. Donc si jamais demain il y a un investisseur, un actionnaire qui est un amoureux du Canari, qui a un projet, et je signe tout de suite. Si c'est pour une multipropriété, si c'est pour quelque chose d'un petit peu foireux, ouais, je crois que je préfère Kita, ouais. C'est courageux de le dire, surtout dans cette mouvance en ce moment. Mais je te rejoins. Moi, je te rejoins sur ça, effectivement. Atis, donc pour reparler un petit peu du jeu et de cette fin de saison, pareil, tu signes des deux mains pour des prestations
calamiteuse, j'ai envie de dire, même pour aller vraiment dans l'extrême, calamiteuse avec des victoires de temps en temps qui nous permettent de se sauver? Non, bah oui, là, je vais vraiment rejoindre Kléber. Il y a pas de schéma à faire. Là, on joue la survie du FC Nantes en Ligue 1. On s'en fiche de comment on va gagner. Enfin, on doit gagner. On s'en fiche de la manière. Vraiment, faut des points, faut engranger des points, faut engranger une dynamique. Les adversaires, ils peuvent mettre 3 buts contre leur camp. Franchement, je m'en fiche. Juste, il faut gagner. Il y a pas de question. La cerise sur le gâteau, ce serait de le faire de la plus belle des manières en proposant un beau jeu. Mais après, comme l'a dit Fabien Santonze, là actuellement, pour eux, on fait un beau jeu. Et franchement, j'ai pas passé non plus un mauvais match. J'étais assez content de ce qu'ils ont fait. Après, forcément, là, il y a pas de. Enfin, en fait, pour moi, ta question est trop simple. Il n'y a même pas de choix à faire. C'est vraiment les points directement. Ouais, mais Atis, tu es un petit nouveau dans la bande, donc peut-être que Clébar commence, et je vois que JC aussi vous écoute et on le salue. Mais ceux qui ont l'habitude de nous entendre un petit peu depuis quelques semaines, enfin quelques saisons plutôt, j'ai envie de dire, savent que j'arrive avec des gros sabots sur une question que je prépare un petit peu juste derrière. Mais je vais te laisser découvrir un petit peu ce principe-là. J'arrive avec une question juste derrière. Jérémy, d'abord, j'aimerais t'entendre sur ça. On signe pour un maintien laborieux, mais maintien quand même. On est tellement dans une situation d'urgence que même les 1-0, les 2-0, moches comme aujourd'hui, je signe tout de suite. Même si je prends l'exemple à la saison où on gagne la Coupe de France, on a vu beaucoup plus de choses. Et mais après, même si je l'ai dit il y a 3-4 semaines, le maintien passera par le jeu. Mais si on gagne et qu'à la fin, il y a le maintien, je prends aussi. Ok, donc maintenant je vais arriver sur sur ma deuxième question, ou en tout cas la question qui était préparée en vous posant cette question-là. Depuis quelques semaines, on voit un petit peu, comment dire, deux clans, j'ai envie de dire, ou en tout cas deux équipes parmi les supporters. Il y a ceux qui comprennent les manifestations et l'arrêt complet d'ambiance dans les tribunes sur le premier quart d'heure de chaque match. Et donc il y a ceux qui disent bah oui, la Brigade Loire a raison de ne plus mettre l'ambiance dans les matchs parce qu'au bout d'un moment ça suffit de s'ennuyer. Et de l'autre il y a ceux qui disent bah non, on est quand même dans une situation où on a besoin de tout le monde, y compris des supporters et encore plus de la Brigade Loire. Donc ma question est la suivante: de quel côté vous vous situez? Est-ce que vous préférez dire ben non, il faut mener des actions pour montrer qu'au bout d'un moment ça suffit, on a envie de s'amuser à voir le FC Nantes jouer, et pas ironiquement parlant, pas en se foutant de la gueule des Canaries, mais plutôt en prenant du plaisir? Ou est-ce qu'on se dit ah ben non, là il va falloir quand même qu'on soit tous solidaires, qu'on se remotive et qu'on ambiance un petit peu tout le monde pour se sauver? Clébar. Bah, en fait, je trouve que les deux sont pas complètement si paradoxal que ça ou si contradictoires, dans le sens où les supporters, ce qu'ils disaient, c'est que non seulement on perd, mais en plus on se fait chier. Donc si on arrive à gagner, et ben finalement, t'en as quand même un des deux qui t'as plus de défaite et du coup les supporters vont quand même reprendre un peu de plaisir. Aujourd'hui, on a gagné, mais on s'est fait chier. Hein. Moi, je le dis clairement, je me suis fait chier. Il y a même cette année et même avec Cantari des défaites que j'ai eu presque plus de plaisir à suivre que le match d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait peut-être un peu plus de volonté. Là, on était plus sur quelque chose de scolaire, avec une volonté de rester vraiment très imperméable aux attaques adverses, et puis une volonté de lancer nos deux pointes là pour essayer d'aller trouver ce qu'on n'a même pas réussi à faire, parce qu'on met 2 buts, mais c'est quand même 2 buts tirés par les cheveux. Donc pour répondre à ta question, parce que là je me suis un petit peu éparpillé, pour répondre à ta question, moi la position de la Brigade Loire, je la comprends totalement.
elle me choque absolument pas. En plus, j'ai même plutôt tendance à la saluer parce que je suis content de la manière dont ils ont de manifester leur mécontentement plutôt que les sifflets, même ils viendraient pas au stade, ça me dérange pas. Après, écoute, si on enchaîne deux, trois victoires de rang, allez, soyons fous, soyons un peu rêveurs et puis soyons optimistes, soyons atis. Écoute, peut-être qu'ils reviendront, même si les matchs sont pas terribles et s'il y a les victoires au bout. Tu vois, avec un peu plus de réussite, aujourd'hui, il y avait un 3-0. Bon, écoute, si on arrive à se faire chier sur les matchs, mais les remporter 3-0 sur la fin de saison, je signe et je pense que la Brigade Loire signe aussi. Ok, merci pour ton avis. Atis, de ton côté, est-ce que la Brigade Loire, sur cette fin de saison, a un rôle à jouer et doit démarrer les encouragements dès le coup d'envoi, même peut-être avant le coup d'envoi, ou continuer, comme c'est le cas depuis quelques semaines, à démarrer les encouragements au bout de la 10e, 15e minute de jeu? Non, personnellement, je comprends totalement leur frustration. Et moi-même, en tant que supporter de mon club de cœur qui est Le Mans FC, on est passé par des années très dures et je comprends totalement vraiment l'attitude entre guillemets de la Brigade Loire, vraiment. Mais comme l'a dit Clébar, moi je suis un ultra optimiste et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les joueurs savent que pour eux c'est la merde entre guillemets. C'est pas facile pour eux, faut pas croire non plus. C'est les premiers touchés par rapport à ça. Et, pour moi, c'est la bonne solution de ne pas les encourager les 10 premières minutes. Comme ça, tu fais comprendre à tout le monde que tu as un ras-le-bol, pardon, et qu'au bout d'un moment, va falloir faire plus. Mais oui, dans tous les cas, que ce soit la Brigade Loire et même la Beaujoire en entière, les joueurs vont devoir compter sur eux jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute, parce que c'est eux le 12e homme. Faut pas oublier que la Beaujoire, la Brigade Loire, etc. sont voire les meilleurs supporters de France. Ça, faut pas l'oublier, et c'est pas pour rien. Et malheureusement, ça fait partie de la vie d'un club, mais il faut surtout pas lâcher. Les joueurs ne vont pas lâcher jusqu'au bout, donc aux supporters aussi, pareil également de ne pas lâcher jusqu'au bout, quoi. Il a bien dit qu'il était supporter du Mans FC, là, Émeric. Oui, exactement. Alors Ouais, aussi, je supprime le micro, on est d'accord. alors On le aussi, au supprime cas où, du groupe. au cas où, je suis. Eh ben, j'étais ravi de te rencontrer, Atis, à la prochaine. Hein. Non, 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 faut que je me justifie. Au cas où, je suis arbitre de haut niveau pour le Mans FC. Voilà, c'est pour ça. C'est mon club depuis tout petit. Je suis désolé si j'ai pu en offenser plus d'un. Voilà. Non, non. Tu as bien raison. Tu as bien raison, mais moi je l'ai jamais caché que le jour où le Pau FC, si un jour le Pau FC montait en Ligue 1 ou que le FC Nantes descendait en Ligue 2, et on est plus dans ce sens-là contre le Pau FC, ça allait être un choix cornélien pour moi. Hein, mais bon. Tu veux dire que si Nantes affronte Pau, t'es pour le Pau? Non, il y a déjà eu, même en Coupe de France. Ouais, c'était bien. Il y a eu FC Nantes, Pau FC, mais moi j'ai joué quelques années au Pau FC. C'est là où, alors petit scoop, mais c'est là où j'ai rencontré quand même Pierre Aristoui pour la première fois. Qui joue à Barcelone, je crois. Comment? Le Pau, Pau FC, il joue au Noust Camp, c'est ça? Oui, exactement. Mais moi je jouais pas au Noust Camp, je jouais au stade du Hameau à l'époque. Voilà. C'était le stade du Hamon à l'époque où, d'ailleurs, j'ai eu comme entraîneur Édouard Cissé, que certains peuvent connaître, hein, qui jouait au PSG, qui a joué à l'OM. Voilà, Édouard Cissé a entraîné les équipes de jeunes au Pau FC et j'étais dans une des équipes de jeunes qui a entraîné Édouard Cissé. Voilà. Il y a eu quand même aussi. Il y a eu André Pierre Gignac aussi. Et pour les gens qui ne savent pas, Émeric, sur le terrain, avait des gants et bougeait pas beaucoup. Ouais, c'est pas faux. J'étais gardien, c'est bon, tu vois, oui, j'étais gardien au Pau FC et d'ailleurs mon modèle à cette époque-là était déjà Mickaël Landreau. Donc tu vois, j'avais déjà un lien avec le FC Nantes très fort. C'est parce que les gardiens qui sont jamais montés, non? Ouais, c'est peut-être pour ça. Effectivement. J'arrête de vendre. Jérémy, pour toi, la position de la Brigade Loire, elle est justifiée, sans doute, mais est-ce qu'on a besoin d'eux jusqu'à la fin de la saison et est-ce qu'il faudrait encourager les joueurs avant le coup d'envoi jusqu'à la fin de la saison pour espérer se maintenir?
Bah écoute, je partage plus ou moins tout ce qui a été dit. Le pourquoi du comment de la grève, on sait tous déjà. Après, la Brigade Loire, ils font leur choix, ils les assument, basta. Hein. Moi, c'est pas le mien. Que ce soit à la Beaujoire ou à la télé comme aujourd'hui, je vais les supporter. Et puis, si, comme Clébar il a dit, il y a deux, trois séries, enfin deux, trois bons matchs, et si en plus il y a les victoires qui vont avec, je ne serais pas étonné que la Brigade Loire retourne entre guillemets sa veste et recommence à encourager comme il se doit nos Canaries. Ok, je vais pousser, tiens, garde la parole Jérémy, comme ça on repart dans l'autre sens. Et puis parce que j'en ai marre d'écouter Clébar, il parle beaucoup trop, donc on l'écoutera à la fin. Jérémy, je vais te laisser répondre déjà à cette question. Est-ce que il y a un monde quelque part où Ahmed Kantari du coup arrive à capitaliser sur cette victoire-là de cet après-midi et arrive à maintenir le FC Nantes. Est-ce que finalement tu penses qu'il peut y avoir un nouvel engouement, il peut y avoir une énergie vraiment insufflée par Ahmed Kantari et redémarrer la saison prochaine avec lui? Atis vient de dire qu'il était un ultra optimiste. Moi, je suis un éternel optimiste. Et à chaque fois que le FC Nantes était dans la merde, entre guillemets, j'ai toujours cru au maintien quand il y a Domenech qui est passé sur le banc. J'ai toujours cru, au final, on s'est maintenu. Après, moi, à mon humble avis, on le verra vite en fonction des résultats. Je pense que vous avez tous vu ce que Manu Merceron a partagé. Si on perdait ce soir, je pense que le père Kidé, il aurait appuyé sur le bouton. Ouais, alors après, bon, c'est pas si évident que ça, dans le sens où il y a déjà eu quelques contacts pris avec d'autres entraîneurs. Malheureusement, force est de constater que le FC Nantes est plus très sexy aux yeux de certains entraîneurs. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour vraiment répondre à ta question, est-ce qu'il existe un monde où Kantari maintient le FC Nantes? Oui, tout dépend de l'implication des joueurs, de ses choix aussi. Et j'ai entendu à la fin du match la déclaration de 111. Lui, il parlait de déclic. Moi, j'ai envie de lui dire, si je l'étais en face de lui, j'attends de voir. Ok, donc Jérémy dans l'attente. Atis, toi, sur ce monde où Ahmed Kantari arrive à sauver le FC Nantes et repartir avec l'équipe 1 la saison prochaine? Je pense pas. Je pense pas honnêtement parce que je trouve Ah ça ben alors, l'optimiste, il est où là? optimiste à court terme, on va dire. Ah oui, court-termiste. En fait, je le vois pas. Enfin, c'est pas de la trempe du FC Nantes. Je saurais pas comment m'expliquer, mais il nous faut un coach vraiment d'expérience, pas un survivaliste avec une mission commando. Faut vraiment bâtir un vrai projet à long terme et malheureusement, je vois pas un entraîneur du gabarit d'Ahmed Kantari prendre une vraie fonction d'entraîneur vraiment principal à long terme sur plusieurs saisons. Et puis même, à mon avis, sur plusieurs saisons, ça le fera jamais. On sait qui est en haut, mais malheureusement, j'arrive pas à m'imaginer ça en fait. J'espère me tromper peut-être, j'espère vraiment me tromper, mais pour moi, il faut vraiment un coach de la trempe vraiment au-dessus. Pour moi, vraiment, j'aurais pas été contre par exemple un retour d'Antoine Koumboiré, mais bon, ça n'engage que moi. Mais, Oh là, ah mais, oui. mais non, mais en fait, c'est tellement compliqué en termes de coach que. Ouais, je sais pas, Ahmed Kantari, je trouve ça trop faible pour vraiment être sur le long terme en fait. T'as des applaudissements en live. Clébar, Clébar sur cette question-là. Écoute, moi, non, Quintari, pour moi, il est venu pour 6 mois je m'attends pas forcément à le voir rester. Il est venu pour l'opération maintien. Alors après, s'il y avait eu une belle surprise, pourquoi pas le voir rester. La belle surprise aujourd'hui, au moment où on se parle, n'a pas eu lieu. Le petit truc qui me plaît quand même, et je pense qu'il plaît pas forcément à tous les supporters, mais c'est que
on le voit chercher match après match. Je vois quelqu'un qui reste pas fixé sur ses idées. Il tente à les remettre en question et modifie un petit peu sa compo de match en match pour essayer d'ajuster de mieux en mieux. Donc ça c'est plutôt pertinent. Après à voir dans la suite comment la suite de la saison évolue. Mais moi pour l'instant non, je cherche un bâtisseur comme pouvait être un Castro, même si ça peut marcher, comme pouvait être un Pierre Arisouille, même si on ne lui a pas laissé le temps. Pour l'an prochain, j'attends plutôt ce type de coach. Même si au moment où on se parle, je ne sais pas si Cantari ne peut pas en être un. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Et moi, pour l'an prochain, je veux surtout un bâtisseur, quelqu'un qui construise quelque chose dans le temps. Ok, merci pour ton intervention. On va passer au top et flop et on va accueillir le Coude qui est avec nous aussi. Salut, bienvenue. Alors, est-ce que tu nous entends ? Alors, si tu nous entends et que tu souhaites parler, tu as le petit micro en bas à gauche pour pouvoir ouvrir le micro. Ouais, il a désactivé, mais il ne parle pas. Ah, bon, alors ça va être plus compliqué là. Le Coude, premier essai, deuxième essai ? Non, toujours pas ? Bon, eh bien, on va passer au top et flop alors. Top et flop, on va commencer. Allez, Clébar, je te fais souffrir tant de semaines en te faisant parler le dernier. Je vais te faire parler en premier. Top et flop, Clébar. Eh ben, je vais mettre en top, je vais mettre Leroux, que j'étais content de revoir. Alors, il n'a pas forcément fait un gros match, mais c'était plutôt content de le revoir sur le terrain. Parce que c'est un jeune joueur prometteur et que ça me faisait plaisir de le revoir. Et puis en flop, j'ai envie de... Il n'y en a aucun qui a été merveilleux. Peut-être c'est Youssouf qui à un moment donné a fait une petite boulette qui m'a fait peur. Mais voilà, c'est des tops et des flops tirés par les cheveux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait des très bons matchs ou des mauvais matchs. Hein. C'est sur l'instant T. Ok, donc en flop Youssouf et en top, du coup, rappelle-moi, tu as mis en top. Je sais même aussi, j'ai mis Leroux. Leroux, exactement. Atis, donc autre que Leroux et Youssouf. J'hésite entre deux osés, entre guillemets. Mais en vrai, en top, j'ai envie de mettre quand même ce soir Kantari parce que c'est très rare. Il a su prendre un risque en mettant Ganago devant et pas Mohamed, en mettant Kabela sur le banc. J'ai aimé cette prise de risque en remettant Koza au centre et Koza aurait pu. Moi j'ai quand même bien aimé, enfin contrairement à d'habitude, je l'ai bien aimé cette fois-là, mais comme je l'ai dit, avec la confiance, avec de la confiance ça vient tout de suite. Et donc voilà, ouais, en top, je mettrais, pardon, je mettrais du coup Kantari et après en flop, pour moi c'est pas trop compliqué, mais Guirassy parce que son entrée, il a rien apporté. Mais bon, comme je l'ai dit, tu gagnes 2-0, tu es attaquant, mais tu dois surtout défendre pour préserver le score. Donc il n'a pas pu trop s'exprimer, mais sur ça, je ne l'en veux pas trop. Voilà. Ok, et enfin, Jérémy, pour toi, top et flop de ce soir ? Mon top, c'est Le Penant. Ok. Le Penant, je vais... pardon. Excusez-moi. Et reste avec nous. Non, ouais, c'est à la fois mal à la tête, mais mal à la gorge aussi. Mais bon, ça va le faire, je vais tenir. On donc, espère aussi. Pourquoi j'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit, on espère aussi que tu vas rester quand même avec nous. Oui, ça, c'est pas un souci. Et donc, pourquoi le Penant, il redevient essentiel au milieu, que ce soit à 2 et à 3 comme aujourd'hui, percutant, il récupère les ballons. Niveau transmission, il a encore un petit peu de mal, mais ouais, c'est un aspirateur à ballon, quoi. Ok, donc Le Penant en top. Et puis après, le flop, ça va peut-être surprendre certains, mais ça va être Machado. Machado,
un petit peu moins influent que d'habitude à gauche. Je ne sais pas si vous avez l'info ou pas, mais peut-être sa blessure aussi. Non, pas d'infos là-dessus. Non, à suivre effectivement dans les prochaines heures. Ouais. Ok, mais ouais, Machado, moins influent que d'habitude que son pendant à droite. Ok. Écoutez, je vais me prêter aussi à ce jeu-là. Je vais mettre en top. Alors, en top, effectivement, moi, je voulais mettre aussi le roux parce que je le trouvais vraiment plein de gaz ce soir et vraiment, voilà, il est allé vraiment montrer qu'il avait encore un petit mot à dire dans cet effectif-là. Mais vu que notre ami Clébar a décidé de me piquer, c'est pas grave, je vais me rabattre sur. Personne n'a dit Fabien Santon, il me semble, en top. Ou dites-moi. Non, je te le laissais, Mike. Non, je t'ai pas dit. Merci. Écoute, voilà, je vais mettre beaucoup d'eau dans mon vin, je vais même noyer mon vin avec de l'eau et arriver à dire Fabien Santonz en top. Mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'il montre maintenant depuis quelques semaines qu'il est largement impliqué dans cette opération maintien et dans cet effectif-là. Je pense qu'il lui manque encore un petit peu de la possibilité, on va dire, de simplifier son jeu par moment. J'ai l'impression que des fois, il veut en faire des fois un petit peu trop. Donc j'aurais aimé qu'il cède sa place à Guilbert sur les 10-12 dernières minutes où je le sentais un petit peu éprouvé physiquement et je trouvais qu'il perdait un petit peu trop vite le ballon à un certain moment. Mais sinon, plutôt bon match, encore une fois, de Fabien Santonz. Donc je vais le mettre en top. En flop, je vais. Alors, en flop, je vais mettre une situation parce que ça m'a vraiment saoulé ça. C'est la perte de balle de Le Penant dans l'axe où Le Havre a un face-à-face là que heureusement l'attaquant Havre met largement à côté. Cette perte de balle là, elle n'est pas elle n'est pas à mettre au crédit de Le Penant. Hein. C'est vraiment tout le contexte à vouloir ressortir le ballon comme on a essayé de le faire contre Monaco et on s'est fait punir plusieurs fois. Il y a des moments, il faut pas chercher à relancer. Alors c'est bien effectivement de bien ressortir le ballon, de relancer proprement, c'est très bien. Mais quand on ne sait pas le faire ou quand on est dans la tête au fond du seau et qu'on est dans le doute, voilà, hein, si ça gagne pas, ça débarrasse et au moins on se met pas en danger pour la suite. Donc je vais mettre un petit peu les trois défenseurs dans les flops avec Le Penant aussi là, cette volonté qu'ils ont eu à ce moment-là de ressortir et qui a failli nous coûter un but. Et alors là, si on prend un but à 10 minutes de la fin, je vous laisse imaginer les 10 dernières minutes. Hein. Là, si on met une olive, on fait de l'huile. Atis, tu voulais réagir? Ouais, justement par rapport à ça, je voulais sortir une stat qui est vraiment folle. Le FC Nantes, c'est la deuxième équipe du championnat qui donne le plus de buts entre guillemets à ses adversaires, justement à cause d'erreurs techniques bêtes comme ça devant la défense ou au milieu de terrain. Ils ont donné La 7 première, c'est buts. qui? C'est Metz? Non, c'est le Paris FC avec 12 buts donnés et nous on est juste derrière, enfin juste derrière entre guillemets, avec 7 buts donnés. Donc Ok. le Paris Ok, FC est sur un ouais, autre stat, monde et derrière nous c'est Brest et Rennes. Donc voilà. Ok, ouais, stat très intéressante. Merci Atis. Il sauve sa place. Il sauve sa place de supporter du Mans, Atis, avec ce genre de stats. Heureusement, Je tiens heureusement. à préciser que Le Kun est normalement de retour parmi nous et Salut. que peut-être Jean-Charles aussi. Oh là, Allô en guest. Oui, le coup, on t'écoute. Salut à Ça toi. va? Ouais, toi. Salut. Ouais. Salut. Bah alors moi je voulais remonter sur un point les gars. Alors moi je suis super optimiste, hein. Mais il faut se dire les choses. Il reste 11 matchs. Oui. Et sur les 11 matchs, on va jouer Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, Marseille, Lens, Brest et notre adversaire direct qui est Auxerre, à égalité de points. Mais je les compte pas. Et PFC qui est à 23 points devant, à mon avis, bon, ils sont au-dessus. Donc c'est un championnat aujourd'hui face à Auxerre. Et ce que j'ai remarqué aujourd'hui pour moi, c'est que la compo de Cantari, c'est une transition. Quand on voit les gens qui sont sur le banc, ce sont des joueurs qui ne resteront pas l'année prochaine, clairement. Et ceux qui étaient titulaires à 80%, s'il y a des 100 en Ligue 2, ce que je n'espère pas,
étaient les joueurs qui étaient présents ce soir. Alors le contenu n'était pas bon, mais pour moi, ce sont vraiment les joueurs qui sont investis au jour d'aujourd'hui, peut-être pour un maintien possible, et qui se projetteront l'année prochaine. Clairement. Alors, à quelques bémols près, hein, parce que Machado, s'il y a descente, il ne restera pas. Kaba, je serais très étonné de le voir rester en cas de descente également. Donc, bon, je vois où tu veux en venir, mais à deux, trois petites exceptions près quand même. Voilà, pour ça je dis 80%, mais là, ce qu'on joue aujourd'hui, c'est un championnat à deux. Et on est dépendant de Auxerre et voilà, il faut se dire les choses. Hein. Le contenu aujourd'hui, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est battre Auxerre et gratter des points. Ah, mais tu as raison. Après, de toute façon, entre Auxerre et Nantes, celui qui fera le premier faux pas va se mettre très clairement en difficulté sur le reste de la saison. Tu vois, quand j'entends qu'on parle d'Ablin, l'année prochaine ne sera plus là. Mohamed ne sera plus là. Notre petit Dilel Tati ne sera sûrement aussi plus là. Voilà, faut faire avec les joueurs qui ont envie. Kabela ne sera plus là. Donc, pour ces joueurs-là, pour moi, il faut les oublier. S'ils doivent finir sur le banc, ils finiront sur le banc et il faut se contenter d'un Ganago où on voit qu'il a l'envie, d'un Kaba qui se bat, d'un Lopez qui est là parce qu'il a un brassard et des petits joueurs qui font le taf. Les autres, il faut les oublier. Il faut se dire les choses à un moment. Bon ben voilà, Atis était très optimiste. Là, on a un retour à la réalité. Oui, il faut être là, franchement, là, je suis au fond du trou. Pour le maintien. Je suis pour le maintien, mais il faut se dire les choses. Oui, mais tu as raison. Il y a des noms. Ces noms-là, ils sont bien si on joue milieu de tableau, s'il y a quelque chose à jouer. Là, ces joueurs-là ne seront pas là l'année prochaine. Ils s'en foutent totalement. Ils ne seront plus là, même en cas de maintien, ils ne seront plus là. Je pense même que ça l'était, pour être tout à fait franc, je pense même que les joueurs qui sont sur le terrain, en cas de descente, ne seront plus là. Voilà, donc là, il faut... Ce que tu dis, je trouve ça intéressant comme regard, comme point de vue, je trouve ça plutôt pertinent. Maintenant, rappelle-toi, la dernière descente, on pouvait, comme on sait, dire, il y a Manu Merceron qui s'est amusé à un petit thread là l'autre fois pour essayer de voir un petit peu. Mais en cas de descente, descente 11, ça doit partir. Dès Le Penant, ça va part. Dès Leroux, ça doit pouvoir partir. Des Tabibou, ça va intéresser du monde aussi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est pas si... si toi tu penses qu'aujourd'hui la compo c'était une transition dans une optique de préparer la saison prochaine ou en tout cas de garder les joueurs motivés pour la saison prochaine, plus dans ce sens-là, garder les joueurs qui sont vraiment... Je pense qu'il y en a plus grand monde qui est motivé, mais voilà, on voit qu'il y a peut-être des égos, mais quand tu parles d'un 111, enfin excuse-moi, mais 111 qui a été décrié, craché, il n'a pas eu tout pour lui, on connaît les qualités du joueur. Enfin, pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Ah oui, non, voilà. On sait très bien qu'à 4 millions, il y a des clubs qui vont être capables de les mettre, et puis il va partir. Alors voilà, moi je suis optimiste, j'espère qu'ils vont se maintenir, mais voilà, il ne faut pas se leurrer. Pour moi, quand on a des discours sur des Ablin, oublions-le les gars, oublions-le. Le Penant, je veux bien, voilà, mais voilà, les Mohamed, tout ça, les gars, faut oublier. Ganago, quand on parle de lui, on peut parler de lui. On voit le match, il s'est battu. Mohamed, ça fait un petit moment qu'on l'a déjà oublié. Hein, mais les gars, Ablin, faut oublier. Ablin, quand on regarde les stats, c'est le mec qui tire le plus en Ligue 1. Oui, d'accord, il met 2-3 buts exceptionnels contre le Paris FC, mais après, derrière, c'est dur. Bon, je suis d'accord, tu le mets dans n'importe quel club à côté, il va peut-être t'en mettre 15, mais t'es OSC Nantes. Et aujourd'hui, je trouve pas qu'il se mouille le maillot. Voilà. Il n'y a pas la mentalité. Bon. Ok, ben c'est intéressant comme avis. Alors sur Ablin encore, mais bon, je suis un des plus grands défenseurs de Mathis Ablin, donc effectivement, moi je suis pas du tout de cet avis-là. Je pense que si on doit s'en sortir, c'est en misant aussi sur des Mathis Ablin, comme les dernières saisons avec Moses Simon. Moses Simon, si on l'a pas sur le terrain, je suis pas sûr qu'on se maintienne. Sur certaines saisons, si on se passe on va dire des hommes forts techniquement, je pense que ça peut nous rendre la tâche un peu plus compliquée. Ou alors, effectivement, on part sur une transition en se disant, bon, ben si on tombe, on tombe avec des joueurs qui seront là et motivés la saison prochaine en Ligue 2 pour nous faire remonter le plus vite possible en Ligue 1. C'est une autre vision des choses, mais c'est pas la mienne. On tombera Jérémy, pas. Ouais, tu voulais... On tombera pas. Faut rester optimiste. Oui. On tombera pas. Vas-y, Jérémy.
Non, c'était pour dire exactement la même chose que tu viens de dire, Emmerich. Et, mais pardon. Mathis Sabine, il va partir, hein, en fait. Là, tous les listes qu'il a dit, ils vont partir en fin de saison. Hein. Mais par contre, comme tu viens de le dire, Emmerich, on aura besoin de. JC, salut JC. Salut Émeric, salut Clébar, salut tout le monde. Comment il va JC Salut JC. qui est forcément un Ça internat va bien, optimiste depuis des j'ai décennies. tellement mangé Salut, JC. j'ai tellement mangé de défaites que je voulais savourer un peu avec vous. Tu m'as régalé, Émeric, t'es mon top, hein, parce que là on est en famille, on a écouté, t'as fait rigoler un peu ma femme et ma fille pendant le space, donc avec tes traits d'humour, merci en tout cas. Et puis, Écoute, avec plaisir. Qu'on ait gagné aujourd'hui, voilà. Bon, t'es mon top du jour, voilà. Ça me fait très plaisir et ravi que vous ayez passé un bon moment à rigoler. Après, je suis quand même bien entouré, faut le souligner aussi. Je sais, bon, je vais pas nommer mon flop dans l'équipe, hein, mais bon, tu sais qui c'est. Hein. Ouais. Ah non, je sais pas qui c'est, je veux t'en entendre dire. Non, je plaisante. Il n'y a pas de flop et on a tellement mangé notre pain noir que voilà. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas sûr que Cantari, malgré la victoire, soit pas en danger. Hein. Parce que, comme on l'a dit, ça a été assez vilain. J'ai pu regarder quelques minutes. Et c'est vrai que la fin de première mi-temps, si on prend un but, ça peut être très très compliqué. Hein. Il y a notamment, je crois, un ballon qui longe sur le petit filet de Lopez sur le débord. Il y a un débordement de Bouffal aussi qui a fait un slalom. Mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre, mais Cantari, pour moi, n'est pas la solution. Même après la victoire, il doit partir très très rapidement. Voilà ce que je voulais dire. Ok, écoute, merci JC pour ton intervention. Effectivement, après, il y a aussi un monde où Ahmed Kantari gagne ce soir, mais n'est plus l'entraîneur du FC Nantes d'ici quelques semaines. Ça c'est encore. J'espère ce monde-là, moi. Voilà. Ok, Clébar, pardon, tu voulais réagir peut-être à cette Non, pas spécialement. Non. Ah, pardon, je croyais que tu avais enlevé le micro. Écoutez, on va pouvoir clôturer ce space avec donc ces 3 points. Qui c'est qui nous fait un petit topo là, des matchs qui arrivent? Qui c'est qui applaudit? C'est le Kun qui applaudit, c'est ça? C'est le Kun, il est. Ouais. Parlons-en des matchs qui arrivent, les gars. Parlons-en. On va souffrir, je vous le dis. Allez, vas-y, puisque tu es notre invité d'honneur, vas-y, je te laisse dire sur les prochains matchs, qu'est-ce qui nous attend? Alors moi, c'est les gros, comme j'ai dit, hein, donc Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, Auxerre, Marseille, Lens, Brest. On a Toulouse le dernier. Bon, si on arrive à prendre de 9 points grand max, c'est beau. Moi, ce que je pense qu'il faut regarder, c'est les adversaires directs de Auxerre aussi. Je pense que Paris, il faut, même si c'est un point par-ci par-là, il faut aller les prendre. Mais voilà, maintenant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est dépendant de Auxerre, clairement. Ok, Jérémy, ouais, tu veux intervenir? J'ai le calendrier journée par journée sous les yeux. La prochaine journée, c'est à Lille. Après, c'est contre Angers. Et mi-mars, c'est à Paris. Et mi-mars à Paris. Donc, Paris, après, là, il reste une journée avant la trêve, c'est ça? Le 1er mars, Lille-Nantes. Le 7 mars, Nantes-Angers. Et 15 mars, Paris. Ah oui, c'est après, d'accord. Donc, il reste 2 matchs avant la trêve. Sur ces 2 matchs, alors Lille ne va pas forcément très bien, même s'il y a victoire aujourd'hui, mais Lille ne va pas très bien. Angers, ça reste quand même un match qu'il faut cocher sur le calendrier. Sur ces 2 prochains matchs, allez, je fais un dernier tour de table. Sur ces 2 prochains matchs, pour l'opération maintien, il faut combien de points? Alors, bien sûr, 6 points, ça paraît l'évidence, mais dans ce qui est faisable pour vous, combien de points il faut prendre? Clébar. Au minimum, pour poursuivre l'opération maintien, ça serait 2. De manière que même si notre adversaire direct prend des points, nous, on ne soit pas trop décrochés. Mais l'idéal, ce serait effectivement 6. Et puis, avec la force de la victoire aujourd'hui, pourquoi pas aller chercher 4 points. Ok, donc 4 points envisageables selon Clébar. Atis? Je suis un peu comme Clébar, 4 points, mais je sais pas pourquoi, je vois une victoire à Lille, parce que Lille ne va vraiment pas bien, et je me dis,
avec l'état d'esprit d'une victoire, plus le fait que on voit qu'on peut se sortir de la zone rouge, même si le Paris FC est à 6 points. 6 points quand tu es relégable, ça peut aller très vite, c'est pas comme dans le haut de tableau. Donc je vois bien une équipe de Lille un peu sous-estimer le FC Nantes entre guillemets. Donc une victoire à Lille, mais par contre un match nul à la Beaujoire. Ou peut-être une victoire à la Beaujoire, mais je sais pas, je vois bien entre 4 ou 6 points à prendre. Mais peut-être que je suis sur la vague, je surfe sur la dynamique de la victoire et j'arrive pas trop à prendre de Mais tu sais recul. quoi, t'as raison. Quel Mais, âge t'as, Atis? j'ai 19 ans. 19 ans, voilà. Si on n'est pas optimiste à 19 ans, je Ah. l'étais aussi, hein. Mais t'as bien raison de l'être. Et heureusement que tu es optimiste. Jérémy, 6 pour moi. ok. Ah, toi, t'as pas 19 ans, par contre, Jérémy. J'en ai 34. Ah, on est de la même génération. Donc 6, ok. JC, pour toi, combien de points il nous faut là? Après, Lille est pas très très bien, mais effectivement, on peut essayer d'aller les chatouiller un peu. Et l'idée, c'est que une victoire à Lille, comme dit Atis, c'est jouable. Maintenant, il faudra mettre les mêmes ingrédients et peut-être un autre coach. Voilà. Ok. Donc, on part sur 4 points envisageables, 6 Très bien, ouais. dans un Très bien. réel optimisme. Mais ouais, ok. Ok, mais merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé au Space. Merci à Jérémy qui était venu aussi en guest. Merci à JC qui est monté en guest également. Et le coup de merci de ta venue. Merci à tous ceux qui étaient bien sûr dans le Space depuis le début. On va passer un bon week-end, à souffler un petit peu, enfin une bonne fin de week-end, une bonne semaine logiquement aussi, et puis on se retrouve du coup le week-end prochain avec une victoire. Clébar, on débriefe une victoire la semaine prochaine ou pas? Bah écoute, ouais, c'est nettement plus agréable. Une victoire, peut-être un changement de coach d'après ce que nous propose JC. Mais au moins une victoire, ouais, ça serait quand même bien. Et puis pour rebondir et pour terminer un petit peu le petit tour de table qu'on a fait, moi je continue de penser que on a un effectif qui vaut mieux que là où on est. Donc peut-être c'est croire que cette victoire nous permet de rebasculer dans une autre dimension, ou en tout cas avec une autre dynamique, regalvaniser les joueurs et puis repartir sur quelque chose d'un petit peu plus optimiste. Bon, mais allez, on va y croire. Oui, Atis, pour conclure, t'as le mot de la fin et après on va à la soupe. Exactement, on n'a pas du tout un effectif de bas de tableau de Ligue 1. Le truc qu'il faut au FC Nantes, c'est de la confiance. Et là, actuellement, peut-être qu'avec cette victoire, ils vont se rendre compte qu'ils ont le talent suffisant pour se maintenir. Et ça passe forcément par le joueur, par le staff technique, mais également par les supporters. Voilà. Ok, c'est un très bon mot de la fin. Merci à tout le monde, bonne soirée et bonne semaine. On se Bonne retrouve semaine. le week-end prochain pour le nouveau Space.